Enfin, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier d'Amas dont le thème est la sobriété numérique, en quoi le no-code permet une digitalisation rapide, agile, efficace et maîtrisée. Cet atelier a eu lieu lors du congrès du Coder numérique à Deauville le mercredi 21 juin. L'enregistrement que nous vous présentons aujourd'hui a été fait après le 21 juin. Donc cet atelier vous est présenté par moi-même, Marie Moulin, ingénieure d'affaires, et Ludovic Durand, mon collègue, ingénieur d'affaires également, au sein de la société Inagua. Voici l'ordre du jour. Donc, on va d'abord vous parler du contexte et des enjeux de la digitalisation du numérique au sein des collectivités. On va ensuite vous faire une introduction au no-code, vous expliquer notre définition du no-code. Puis, on va vous détailler en quoi le no-code permet de tendre, de se diriger vers la sobriété numérique. On vous donnera pour cela des exemples d'utilisation. Et nous finirons par la présentation de la société Inagua. Donc, le premier objet du contexte, il est environnemental et politique. Alors, selon le rapport de l'ADEME et de la SERP, nos activités numériques représentent 2,5% des gaz à effet de serre dans notre pays. Au niveau mondial, elles représentent 4% des activités du numérique. Dans la mission d'information sénatoriale, les sénateurs alertent que d'ici 2040, les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient représenter plus de 6% de l'empreinte carbone si aucune politique nationale n'est déployée. Donc on passe de 2,5% au niveau national à 6% en moins de 20 ans. Dans le plan France Relance 2030, lancé fin 2022 par le gouvernement, il y a 25% du budget qui est consacré à la transition du numérique. Eh bien, la sobriété numérique rentre dans le cadre de la transition du numérique, donc vous pouvez essayer d'en profiter. Le second point que nous voulions aborder, ce sont les volumes de main-d'œuvre disponibles. Alors vous passez, en tant que DSI, vous passez parfois plus de temps à faire les pompiers qu'à faire votre travail. Certains d'entre vous ont de la chance et ont des développeurs compétents au sein de l'équipe. Ces développeurs sont rares, ils représentent 0,3% de la population mondiale. Donc il faut essayer de les garder bien au chaud si on souhaite continuer à faire du développement en interne. Et enfin, le troisième objet du contexte, c'est l'évolution des solutions, c'est le contexte évolutif, autant des solutions que de votre infrastructure. Donc, vis-à-vis des solutions, en fait, vous faites face à l'obsolescence programmée des solutions. Elles ne savent pas faire face à l'évolution réglementaire ou même à l'évolution liée à votre organisation. Vous avez des solutions, moi j'en ai identifié 3. La première, c'est de demander à votre éditeur d'ajouter des fonctionnalités, de faire évoluer la solution. Mais bon, là, du coup, ça fait exploser le budget. La deuxième, c'est de continuer comme cela. La troisième, c'est si vous avez des développeurs, mais ça, c'est avec ainsi. Si vous avez un développeur, il va pouvoir faire évoluer la solution. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est le no-code, c'est l'autonomie dans la flexibilité de l'évolution, et ça, on vous l'expliquera tout à l'heure. Bon. Le contexte, là, tel que je vous l'ai exposé, n'est pas très jouissif, et pourtant, les enjeux sont importants. On va les détailler ici. Donc, tout d'abord, il y a un enjeu vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de vos pairs. Vous devez montrer votre efficacité, montrer que vous maîtrisez vos dépenses, vos recettes, montrer que vous participez aussi à l'effort collectif de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Il y a un enjeu aussi vis-à-vis de la condition de vos collaborateurs, des agents. Eux aussi, ils doivent participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en continuant à travailler efficacement dans un environnement de travail qui est simple, qui est homogène, qui est moderne. Et puis, il y a un autre enjeu qui est fort important, c'est de leur faire gagner du temps.
Et ce temps, il est aussi vis-à-vis de l'usager. Donc l'enjeu vis-à-vis de l'usager, un usager c'est vous, c'est moi, c'est des élus, c'est des communes, c'est des associations. On doit aussi, l'administration doit aussi leur permettre de gagner du temps, de mieux tracer leurs dossiers, leurs demandes, qui passent en temps fou dans la paperasse administrative. Et puis, vous êtes là aussi pour montrer l'exemple. Donc, le fait que vous participiez à la diminution des émissions de gaz à effet de serre prouve une belle implication de votre part. Donc, voilà pour la première partie de cette présentation, contexte et enjeux. Maintenant, je vais vous faire une introduction au no-code. Alors, le no-code, c'est coder sans faire intervenir de lignes de code telles que HTML ou CSS. En fait, nous, les éditeurs de nos codes, nous fournissons toutes les briques qui sont pré-codées, qui sont codées par nos développeurs. Et toutes ces briques, vous les imbriquez les unes dans les autres. En fait, c'est comme des Legos. Les Legos, ils sont de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et du coup, vous imbriquez votre base de données grâce à ces briques. Et l'IHM se construit au fur et à mesure. Dans le monde actuel, vous construisez d'abord la base de données, puis l'IHM, et ensuite vous faites le lien entre les deux. Dans le no-code, il n'y a pas cet intermédiaire-là, il n'y a pas de lien. Le lien, il se fait automatiquement grâce aux briques que nous avons créées. Donc le no-code, ça vous garantit une autonomie dans la création, la maintenance, et dans la gestion des évolutions de vos futurs formulaires, de vos futurs process, de vos futures méthodologies, de votre future organisation. Il y a des interfaces de conception, des interfaces d'utilisation qui sont simples, qui sont sans menu, qui offrent une prise en main facilitée pour tous les acteurs impliqués dans le projet. Gartner Group prédit d'ici fin 2025 qu'il y ait 70% des logiciels qui seront construits soit en no-code, soit en low-code. Alors, je vais laisser la parole à Ludovic Durand, mon collègue. Alors, tu éteins ton... C'est bon. Pardon. Donc, je vais vous expliquer en quoi la digitalisation de nos codes vous permet une sobriété, notamment une sobriété tout d'abord dans la construction, puisque avec le no-code, vous allez à l'essentiel grâce à la co-construction, puisque vous pouvez aller tellement vite que pour construire les applications, on va mettre en place un atelier de co-construction avec une personne des métiers, un représentant de l'informatique et un consultant d'AMAS pour faire cette co-construction. Et donc une réduction du temps de mise en œuvre qui va être associé, puisqu'il n'y a pas d'intervention de développement, pas besoin de SN, d'entreprise de services numériques. Et du coup, il y a une réduction du nombre d'intervenants lors de la construction et également une baisse du nombre de jours nécessaires pour construire cette application. Il faut savoir qu'en moyenne, on met 3 jours pour construire une application et que, pour prendre des exemples, le Crédit Agricole a mis 40 jours pour construire, pardon, on n'est plus développé, mais pour construire une application avec Damas, pour le coup, alors que son service informatique lui prévoyait 1200 jours hommes pour la même application. Donc, on a divisé par 30 le nombre de jours nécessaires pour construire l'application. L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'ISPEN, avait mis 300 jours pour construire une application en low-code et sans avancer énormément. Et en 10 jours, on a fait la même application. Donc là encore, on a divisé par 30 le nombre de jours nécessaires pour construire une application. Le conseil départemental de Seine-et-Marne, en 77, dans le cadre de sa cyberattaque, a créé par exemple une application de ticketing pour le SI, pour le système d'information, avec Damas en 10 jours. Donc une rapidité qui vous amène évidemment à une sobriété dans la construction et la co-construction, mais également une sobriété dans l'appropriation, puisque on a une adoption rapide des applications qui sont construites par les utilisateurs. Ce n'est pas les utilisateurs qui vont du coup s'adapter à l'outil, mais l'outil qui va s'adapter aux utilisateurs.
Et du coup, bien, on a une rapidité d'adoption et on s'adapte même avec des personnes qui ne sont pas familières aux outils informatiques, puisqu'on peut rendre l'outil très intuitif alors qu'il l'est déjà nativement. Et puis une sobriété dans l'utilisation quotidienne, hein, puisque vous avez des solutions qui sont 100% adaptées aux besoins métiers, qui donc participent à la sobriété dans cette fois-ci l'utilisation quotidienne. Euh, Ensuite, vous avez une rapidité, alors une agilité, pardon, et qui va se concrétiser par l'autonomie pour maintenir tout d'abord la solution dans le temps et donc ainsi répondre à des évolutions structurelles, fonctionnelles ou même réglementaires. On ne vous impose pas les évolutions, hein, et si vous avez besoin d'évolutions, vous êtes autonome pour les faire ou les faire faire par votre éditeur. Euh, il n'y a pas d'évolutions qui sont imposées par l'éditeur, et lorsqu'il y a des évolutions sur la plateforme, elles n'impactent pas évidemment les fonctionnalités de vos applications. Euh, Également, une agilité pour l'évolutivité, hein, donc avec des solutions qui sont adaptées et adaptables à terme. Vous avez une solution pérenne, ce qui ne vous oblige pas à changer régulièrement d'éditeur. Et donc, cela procure un gain de ressources et de temps, et donc participe bien évidemment à la sobriété numérique. La flexibilité avec le no-code qu'on utilise comme un jeu de Lego que l'on empile, comme expliquait Marie, et avec des briques qui sont en no-code réutilisables, hein, ce qui participe à l'éco-conception. Vous pouvez réutiliser l'existant pour créer une nouvelle application. Par exemple, si vous avez un module agent pour la gestion des absences, vous pouvez très bien réutiliser ce module pour la gestion des demandes internes. Et donc, vous avez une éco-conception qui participe bien évidemment à la sobriété numérique via le no-code. Vous avez également, vous l'avez compris, donc tout sur mesure, cette rapidité, cette agilité du no-code vous permettent d'être efficace et donc sobre euh, numériquement. Et le sur-mesure permet également une sobriété des serveurs, hein, puisque vous n'avez pas de données stockées inutilement. Les bases de données créées sont celles strictement nécessaires aux besoins de vos applications. Et l'architecture est adaptée à la croissance et évolue avec elle pour suivre en permanence le besoin réel sans excéder celui-ci et donc par conséquent sans consommer inutilement des ressources énergétiques. Vous avez une diminution de l'empreinte carbone avec moins de hardware. Vous avez un ratio complexité gérée versus quantité de puissance physique utilisée qui est très élevé. Et du coup, on travaille avec moins de ressources hardware comme des CPU, des RAM, des disques durs. Vous avez également une sobriété dans la base de données, hein, avec une unicité de l'information, structurer la base de données et un meilleur ROA, un rendement des actifs des données. Vous avez des infos qui ne sont pas dupliquées plusieurs fois. Vous avez le no-code qui permet des requêtes vers des données déjà existantes en base ou sur vos logiciels déjà existants. Et au-delà de ces aspects sur mesure, la sobriété du no-code, c'est aussi une sobriété grâce aux technologies utilisées. Donc, par exemple, pour la phase de test, hein, elle n'intègre pas les bugs de programmation de code, donc ça vous participe encore à la sobriété numérique. Le langage PHP pour Damas, qui intègre un compilateur qui réduit de 25 à 70% la puissance informatique nécessaire, telle que la quantité de mémoire vive, le nombre de cycles du CPU, par exemple. Et grâce au SaaS, eh bien, il n'y a pas de déploiement de côté client, donc pas de dépenses de main-d'œuvre et de temps, pas de machines chez les clients. Tout est mutualisé au même endroit et du coup, l'énergie consommée est également mutualisée. La digitalisation de nos codes vous permet également la maîtrise, euh, un nom neutre, hein, avec la maîtrise des données, hein, puisque vous avez le choix des données que vous voulez inclure et que vous voulez conserver. Ces données sont hébergées en France, à Roubaix, et vous avez une deuxième sauvegarde qui est en Allemagne. Donc Damas vous permet d'être totalement RGPD, conforme au RGPD, pardon, et avec
l'audit qui a été réalisé par un cabinet indépendant, nous sommes situés le plus en haut à droite sur le cadran. Nous avons un RGPD by design pour la gestion, par exemple, de la durée de rétention des données ou leur anonymisation, qui font que Damas vous permet d'être 100% RGPD. Et puis, vous avez la réversibilité également avec la maîtrise que vous pouvez faire en totale autonomie, réversibilité des données. Vous avez également la maîtrise sur les processus, puisque vous pouvez modifier les processus comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Sur les habilitations, on a des habilitations extrêmement fines pour les administrateurs et pour les utilisateurs. Vous avez également une maîtrise du budget qui est réduit, ne serait-ce que par la mise en œuvre qui est plus rapide grâce à la construction, la co-construction et grâce au no-code. Et vous avez une facturation également qui correspond à 100% du besoin, puisque on a une facturation à l'usage chez Damas. Donc, 100% de ce que l'on paye est utilisé et avec une solution sur mesure, on a une facturation véritablement à l'usage avec même également des purges automatiques qui peuvent être mises en place pour maîtriser son budget. Vous avez également une transparence, car le no-code avec Damas vous donne accès à votre consommation mensuelle, et donc vous avez une maîtrise mensuelle de votre budget et de votre consommation. Donc, on le voit, en fait, le no-code vous permet d'être sobre énergétiquement, aussi bien pour la production de vos projets que pour la maintenance et leur gestion au quotidien. Merci Ludovic. Je reprends la main sur les exemples d'administration qui utilisent déjà le no-code. Donc, on a le conseil départemental du 77 qui travaille avec nous, on vous l'a dit, depuis qu'ils se sont fait hacker, pour la gestion des notes de frais, mais aussi pour les demandes de fourniture. Alors, pour le coup, le DSI du CD77 travaille en totale autonomie, donc il a suivi une formation de 2 jours et en fait, on ne l'a jamais aidé au-delà de ces 2 jours de formation. Il fait tout en autonomie depuis qu'il est client. On a également comme client la communauté d'agglomération du Pays Basque qui gère la maintenance de ces bâtiments depuis fin 2021. Donc, ça fait bientôt 2 ans complets. Ils ont actuellement 2200 lignes d'intervention. Donc, ils gèrent autant les interventions réglementaires, donc automatisées, que ponctuelles. Et alors, on s'est amusé sur leur application d'intervention qui est quand même assez conséquente, 2200 en moins de 2 ans, qui génère beaucoup de flux, beaucoup de relances. Et en fait, on a été sur le site ecoindex.fr pour calculer l'empreinte environnementale de l'application de communauté d'agglomération du Pays Basque. Et en fait, c'est comme un DPE. Donc, c'est classé de A à G. Et leur application obtient la note de B. Donc, ils ont un DPE de B, qui est en fait un site pas très lourd. Et du coup, les résultats font que c'est un site simple et sur lequel il y a peu de requêtes, bien qu'il y ait beaucoup de flux et beaucoup de fiches créées assez souvent. Alors, on travaille également avec les communes de Neuilly-sur-Marne et de Verrières-le-Buisson. Donc, Neuilly-sur-Marne, dont le DSI est membre du conseil d'administration du Coter numérique, il dématérialise avec nous les heures jeunes citoyens. La commune de Verrières-le-Buisson dématérialise quant à eux les demandes internes et ils font aussi le traitement back-office des remontées citoyennes. Nous travaillons également avec la communauté d'agglomération de Paris-Saclay qui dématérialise pour la partie RH la gestion de ses recrutements et des entretiens associés. Et le onboarding, oui.
Et enfin, voilà d'autres exemples, la communauté de communes de l'Ouest guyanais qui ont un outil de gestion de maintenance, l'ancienne DGAFP qui s'appelle maintenant Ministère de la Transformation et de la Fonction publique qui fait la gestion des saisines et le suivi des amendements, et la commune de Bruyères-le-Châtel qui dématérialise tous les courriers entrants avec les process de validation et de réponse à ces courriers. Concernant Inagua, donc Inagua, c'est une société française dont le siège social est basé à Juvisy-sur-Orge dans le 91. On a donc, vous l'aurez compris, une équipe technique qui développe les briques no-code qu'on fournit à nos clients. Cette équipe technique, elle, est basée à Lyon. C'est une société qui a été fondée en 2012 et qui compte actuellement une centaine de clients, 130 000 utilisateurs à travers le monde. On a des clients à Singapour ou encore aux États-Unis. Et chez lesquels il y a 4600 modules qui existent. Je pense que vous l'aurez aussi compris à ce stade, le no-code, c'est du sur-mesure. Donc, chaque client a sa propre application, construite à partir des mêmes briques no-code. Nous avons obtenu la médaille d'argent pour le RSE en 2022. Nous avons été audités par la société EcoVadis. Nous sommes référencés au catalogue de la DINUM qui s'appelle le GouffTech, éditeur référencé également UGAP SCC, et référencé aussi sur le site de la Solène. Solène, c'est un comparateur des solutions numériques françaises. Nous sommes adhérents à différentes associations, assez nombreuses, toujours axées sur les processus parce qu'on souhaite être en constante veille sur les évolutions, on souhaite participer, on souhaite que le no-code participe à la digitalisation des processus en France. Et bien entendu, on participe chaque année au congrès du Coter numérique, mais également à certains groupes de travail qui ont lieu soit sur Paris, soit ailleurs. Donc, à cet effet, on va vous montrer quelques photos de notre présence au congrès. Donc, sur la partie de gauche, notre stand, et puis sur la partie de droite, deux photos de cet atelier là que nous sommes en train de réenregistrer, puisque le premier enregistrement n'avait pas fonctionné. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que notre atelier était complet, donc il y avait une quarantaine d'inscrits. Voici nos coordonnées pour pouvoir nous joindre, donc Marie Moulin et Ludovic Durand, nos numéros de téléphone et nos adresses mail. N'hésitez surtout pas à nous contacter si jamais vous avez besoin de plus amples informations. Nous sommes à votre écoute.